Saluton al ciui. Bonjour à tous et je vous remercie d'être venus à cette présentation de bonne heure le matin pour découvrir l'espéranto et pour voir que c'est tout à fait adapté aux terriens et que vous auriez bénéfice à l'utiliser et à le découvrir. Donc je vais commencer par quelques mots sur moi. Alors je vais parler en français. J'ai mis une bonne partie des slides en anglais pour que quand ce soit diffusé, les anglophones ou les non-francophones puissent y trouver aussi leur compte, ou même s'il y en a dans la salle. Donc moi, j'ai commencé l'espéranto il y a 3 ou 4 ans. Je ne suis pas du tout un linguiste. Je ne viens pas vous présenter aujourd'hui l'espéranto du point de vue du linguiste. Je viens vous présenter l'espéranto du point de vue de l'enthousiaste du logiciel libre et de l'utilisateur de l'espéranto. Voilà. L'autre point qui est important, moi je suis membre d'un certain nombre d'associations, je suis vice-président d'Espéranto Rennes, je suis membre de l'association française d'Espéranto et d'une association internationale, mais je viens vous présenter mes slides, ce n'est que mon point de vue et donc ça ne les engage à rien. Alors, on va commencer avec une petite histoire, la naissance de l'espéranto. L'espéranto, ça naît en 1887. Donc il y a plus de 125 ans, dans une ville qui s'appelle Białystok. Białystok, aujourd'hui, c'est en Pologne, mais en 1887, c'était en Russie. Bonjour à tous. Donc, il faut bien comprendre que en 1887, en Europe, c'est pas tout à fait tranquille. Il y a eu la guerre franco-allemande prussienne il n'y a pas longtemps. Les Russes, ils ont envahi toute une partie de l'Europe centrale. On est dans une époque où il y a énormément d'impérialisme et énormément de conflits en Europe. De la même façon, c'est aussi l'époque où il y a les théories racistes scientifiques qui existent. Et même si on n'est pas encore à la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, il y a déjà énormément de discrimination contre les Juifs et contre d'autres populations. Et je pense que c'est dans ce contexte-là qu'est né l'espéranto et il faut en avoir conscience. Voilà. Donc à Białystok, c'est à la limite presque pire que dans le reste de l'Europe, puisqu'il y a plusieurs communautés qui tentent de coexister. Et c'est des communautés qui ont des langages différents. Il y a des Polonais, donc qui sont plutôt les habitants historiques de cette région. Il y a des russophones qui sont venus de Russie, puisque maintenant ça appartient à la Russie. Il y a aussi un certain nombre de populations germaniques qui parlent allemand, et il y a des juifs qui parlent yiddish. Voilà. Et ces communautés-là, elles ne s'entendent pas très bien. Souvent, elles se disputent, et en tout cas, elles ne se comprennent pas. Voilà. Alors, c'est terrible, ça se bagarre, mais heureusement, un jour, une petite étoile fait son apparition dans le ciel, et le créateur de l'espéranto, Zamenhof, a une idée. Il se dit, bon, comment on va faire pour que ces différentes communautés, elles puissent se comprendre, pour qu'elles puissent s'entendre, avoir des points d'entente. Et c'est comme ça qu'il va avoir l'idée de créer une nouvelle langue. Une langue donc artificielle, mais qui soit vraiment une langue pont. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour remplacer les langues de ces différentes communautés. C'est fait pour que quand elles veuillent interagir, elles puissent utiliser cette langue pour se comprendre et discuter. Voilà. Alors Zamenhof, c'est un personnage qui est très intéressant, qui très jeune s'est intéressé aux langues. Il en a donc, comme il vivait dans Białystok, il y en avait 5 autour de lui qui étaient vraiment parlés. Il connaissait aussi les langues européennes, mais par contre, c'était pas un linguiste, c'était un médecin. Et à partir de ça, il va créer cette langue. Donc en 1887, il écrit un livre en russe. Alors je vais pas vous dire le titre russe parce que je suis pas très bon. Ça s'appelle Langue internationale. Ça s'appelait pas encore l'espéranto. Voilà. Et ça, il le publie à compte d'auteur, aidé par sa belle famille parce qu'il n'avait pas de sous. Et à partir de ce livre qui va se diffuser, l'espéranto va naître et évoluer. Voilà. Donc maintenant, on est en 2014 et il y a des espérantistes dans le monde entier. Là, la carte que je vous montre, c'est la carte des pays dans lesquels il y a une association qui est liée à l'UEA. L'UEA, c'est Universala Esperanta Asocio, c'est l'association internationale d'espéranto principale. Il y a d'autres associations internationales, mais c'est la plus grosse. Donc on voit que vraiment, il y a des locuteurs de l'espéranto dans le monde entier. Il y en a en Afrique, il y en a en Amérique du Sud,
il y en a en Asie. Ce n'est pas une langue simplement européenne, c'est une langue vraiment qui a voyagé dans tous les pays. Et pour vous donner une petite idée en nombre de locuteurs, la borne la plus basse que moi j'estime, c'est 1 million de locuteurs. Pour moi, c'est impossible qu'il y ait moins d'1 million de locuteurs quand on voit le nombre de personnes qui vont en rencontres internationales, etc. Dans le Guinness des records, ils disent 6 millions de locuteurs. Voilà. Alors pourquoi je viens vous faire une présentation de l'espéranto aux rencontres mondiales du logiciel libre? En fait, il y a énormément de points communs dans la façon dont a été développé l'espéranto, dans le fait qu'elle se soit répandue dans le monde entier. Il y a des techniques qui ont été utilisées qui sont proches de celles du logiciel libre. Je vais commencer par un premier point. Donc, vous connaissez sûrement Richard Stallman. Donc, il a écrit un logiciel qui s'appelle Emacs. Et dans ce logiciel, il explique pourquoi il a fait ça et il explique la philosophie GNU. Il explique que les utilisateurs doivent être libres de pouvoir modifier le programme pour qu'il s'adapte à leurs besoins, pour qu'ils puissent le partager, parce que c'est la base de la société de pouvoir partager. Alors on peut dire, bon, est-ce que c'est la base de la société de pouvoir partager? Mais en tout cas, il a créé le logiciel libre pour des raisons de société, pour des raisons qui ne sont pas purement techniques. Et l'espéranto, il y a la même chose. On aurait pu créer une langue pour des raisons purement techniques, pour dire, je vais essayer de créer la grammaire parfaite. Il y en a qui ont essayé, il y a eu d'autres langues que l'espéranto. L'espéranto, il est fondé sur un objectif de société, qui est l'idée que les différents peuples doivent se comprendre. Et je pense que c'est un premier point commun de penser qu'on peut avoir des outils techniques qui rendent service à la société. Il y a un autre point qui est fondamental. On est en 1900. Le droit d'auteur, ça existe déjà. On dépose des brevets, c'est l'ère industrielle. Et Zamenhof, alors qu'il n'y a pas les licences libres, il décide de renoncer à ses droits d'auteur en 1912. Il ne l'a pas fait parce qu'il était riche, il n'a pas été nanti, il a vécu difficilement pendant une grande partie de sa vie. Il l'a fait parce qu'il s'est dit c'est le meilleur moyen de diffuser la langue. Alors, la citation qui est en bleu, c'est une citation de Zamenhof. Mine volas esti creinto de la lingvo, mi volas nur esti initiatoro. Je ne veux pas être le créateur de la langue, je veux simplement être l'initiateur. Et donc ça, il a vraiment eu une optique de quelqu'un qui lance un projet libre, alors que ça n'existait pas. Voilà. Il avait cet esprit des licences libres. On peut même aller plus loin. On peut comparer les libertés du logiciel libre et voir le sens, comment elles s'adaptent, comment elles ont été adaptées chez les espérantistes. La liberté zéro dit quoi? La liberté zéro du logiciel libre dit vous pouvez utiliser le programme comme vous voulez pour n'importe quel but. Et les espérantistes, en 1905, il y a le premier congrès universel d'espéranto, à Boulogne-sur-Mer. Et là, ils signent la déclaration de Boulogne où ils expliquent le principe de neutralité. Ce principe de neutralité, ça définit que l'espéranto appartient à l'humanité entière. Il n'appartient pas à une personne précise, il n'appartient pas à Zamenhof, il n'appartient pas à une association internationale qui se dit représenter l'espéranto. Et donc, n'importe qui a le droit d'utiliser l'espéranto. Une secte a le droit d'utiliser l'espéranto. Ça ne veut pas dire que l'espéranto appartiendra à cette secte. Un parti politique peut utiliser l'espéranto. L'Union européenne peut décider de se dire « Nous, on voudrait travailler en utilisant l'espéranto. L'espéranto n'appartiendra pas à l'Union européenne pour autant. » Et ça, c'est cette idée qui est fondamentale chez les espérantistes. Un autre point, la liberté zéro, elle dénote aussi le besoin d'accessibilité. Pour être libre d'utiliser un programme comme on veut, il faut qu'il soit accessible, il faut qu'on puisse vraiment le rendre simple. L'espéranto, ils ont fait un travail énorme pour que ce soit accessible dans le monde entier, pour que cette langue elle puisse être utilisée par tous et qu'elle soit simple. Les langues naturelles, le français, l'anglais, ils répondent à des problématiques compliquées. Il y a des questions identitaires dans la langue, il y a des questions sociales. Et donc elles sont compliquées par nature. Alors que l'espéranto, il est fait pour être, il a un but, c'est de pouvoir être simple et international, universel. Et ce point d'accessibilité est important. La liberté 1, c'est l'idée de pouvoir étudier comment ça marche. Et en fait, on peut aussi l'adapter aux langues. Alors vous allez me dire, oui, on peut étudier le français ou l'anglais, mais on ne peut pas l'étudier de la même façon. C'est-à-dire en anglais,
on constate qu'au présent, les verbes à la troisième personne, il faut mettre un S. Il y a très peu de gens qui peuvent dire pourquoi. C'est sûrement lié à des considérations historiques. En espéranto, quand il y a des règles, elles se justifient, elles sont critiquables. On peut argumenter pour, on peut argumenter contre. On peut dire « je n'aime pas la façon dont est fait le présent, je vais le changer ». Et ça, c'est possible. Il y a eu énormément de forks de l'espéranto. Je pense qu'il y en a eu plus de 30. Il y en a très peu qui ont marché. Je pense qu'il n'y en a aucun qui a jamais eu plus de 1000 locuteurs par rapport à l'espéranto qui a 1 million. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Il y a le Fundamento de Esperanto, qui a également été fait en 1905, qui définit les bases de l'espéranto. Si on n'aime pas ces bases, on fork. Après, c'est des bases, ça ne définit pas tout le vocabulaire, le Fundamento de Esperanto. Ça permet de rajouter plein de choses. Et la langue, depuis 1900, elle a énormément évolué. Il y a des choses qu'on va rajouter, il y a des usages qui vont se faire. Si je trouve qu'il me manque un mot, qu'il me manque quelque chose, je vais pouvoir l'utiliser, expliquer aux espérantistes pourquoi je pense qu'il est adapté, et il va se diffuser dans la communauté, et un jour peut-être qu'il sera reconnu de façon plus formelle. Voilà. Donc il y a une vraie liberté d'étudier qui est importante. Après, il y a les libertés. Alors j'ai mélangé les libertés 2 et 3. Je pense que dans le cadre d'une langue, c'est vraiment l'idée de partage, redistribution. Et cette idée de partage, en fait, on y répond grâce à ce que je vous ai dit avant. On y répond parce qu'il a renoncé à ses droits d'auteur. On y répond parce que moi, j'ai le droit d'écrire un dictionnaire d'espéranto chinois sans qu'il soit validé par une association. Il y a vraiment cette idée que c'est décentralisé. On n'a pas... il y a des associations, elles ne sont pas dépendantes les unes des autres. Et ça a permis une production et une diffusion de l'espéranto. C'est l'image que je vous ai montrée avant, où il y en a dans le monde entier. Et ben, il y a aussi des dictionnaires d'espéranto dans énormément de langues différentes. Moi, j'ai découvert un dictionnaire espéranto-mongol. J'ai découvert un dictionnaire espéranto-perse. Enfin, je trouve ça merveilleux d'avoir toutes ces langues et ce système-là. Et je pense que l'approche de Zamenhof de donner le pouvoir à la communauté y est pour beaucoup. Parce que l'espéranto, c'est né en 1900, il n'y avait pas Internet. Et donc, malgré ça, ça s'est diffusé dans le monde entier. Il a fallu trouver des moyens pour ça. Ok, petite pause. On va passer à une seconde partie qui parle davantage de la langue en elle-même et de ce qu'on veut éviter. Quand on dit l'espéranto, ça a été créé par un homme, c'est une langue artificielle qui se veut internationale et qui est simple, ça peut faire peur. On peut se dire, le seul moyen que ce soit simple, c'est de diminuer le nombre de concepts. C'est de pouvoir dire gentil, méchant, mais d'avoir aucune subtilité. Et là où techniquement l'espéranto est très fort, c'est qu'il permet d'être simple, mais d'être très expressif. Il y a des mots qu'on peut avoir en espéranto qu'on ne peut pas traduire facilement en français. Donc en ça, l'espéranto est un anti-neuf-langue. Et je pense que c'est important. C'est un des points qui le justifie par rapport à des usages de langue naturelle qu'on veut internationaliser. Parce que quand on les internationalise, on perd en sensibilité, on perd en capacité expressive. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu le tour de magie. En espéranto, on a un certain nombre de racines. Par exemple, là, dans l'exemple que vous voyez, il y a la racine âme. Âme, c'est l'idée d'amour. Voilà. Et après, on va pouvoir le décliner. On va pouvoir l'utiliser comme un nom. Amo, ça va être amour en tant que nom. La amo, l'amour. Voilà. On va pouvoir, ce mot, le transformer en un adjectif. Ama. La ama canto, ça va être la chanson d'amour. Voilà. Il n'y a pas de difficulté, c'est systématique. Tout ce qui finit par un A en espéranto, c'est un adjectif. Tout ce qui finit par un nom, par un O, c'est un nom. Après, on peut le transformer en un adverbe. Et pour ça, on va utiliser un E. Aimer, amoureusement. Voilà. Je vais pouvoir dire, je ne sais pas à quel point c'est facile pour un étranger de dire amoureusement, au bout de combien d'années il y arrive. En espéranto, c'est trivial. Voilà. Après, on va vouloir dire, je veux des verbes aussi. Et donc, un verbe à l'infinitif, il finit en I. Ami, c'est le verbe aimer à l'infinitif. Et là, en un slide et en pas beaucoup de temps, je vais vous montrer la conjugaison de l'espéranto, qui n'est pas vraiment une conjugaison parce que
quel que soit le pronom personnel, je, tu, il, nous, vous, il, ça se termine pareil. Tous les verbes au présent, quel que soit le pronom personnel, ils finissent en as. Mi amas, j'aime. Vi amas, tu aimes. Voilà. Ça, c'est le présent. Il y a la même chose pour le passé. Mi amis, j'aimais, etc. Un autre verbe, manger. Mi mangis, eh ben, c'est en is aussi. Le futur, c'est en os. J'aimerais, mi amos. Voilà. Pour aller plus loin, il y a un système de préfixe-suffixe, et il est très important. C'est lui qui permet cette subtilité linguistique. Je vais pouvoir rajouter des petits mots pour préciser ce que je veux dire. Par exemple, ant. Ant, c'est la personne qui fait l'action. Donc par rapport au verbe aimer, ami, la amanto, c'est celui qui va aimer, c'est l'amant. Ant, c'est la personne qui. Et donc là, je finis par un O, puisque c'est un nom. L'amanto, l'amant. Maintenant, je vais pouvoir le féminiser. Amantino, c'est l'amante. Le in, c'est ce qui va permettre de préciser le sexe féminin. Voilà. Alors, dans un autre registre, au niveau des adjectifs, il y a le suffixe m qui dénote l'inclination. Ça va être quelqu'un qui va avoir tendance, qui va avoir l'habitude. Et donc, quelqu'un qui est amema, c'est quelqu'un qui va être affectueux, qui va être amoureux, aimable. Voilà, merci. Parce que les langues naturelles, elles ont un peu le même principe, sauf qu'il est déformé, qu'il est pas gardé de façon rigoureuse et ça devient un imbroglio on peut pas le défendre, on peut pas l'apprendre comme ça. Voilà. Alors normalement, avec ce que je vous ai montré, donc il y a une trentaine de suffixes en espéranto. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Ça s'apprend quand même assez vite. Et par exemple, il y a le et qui va servir de diminutif au sens le petit, et egg qui va être un augmentatif. Donc normalement, vous êtes capable de dire amourette en espéranto, si vous avez à peu près suivi. Ameto, je sais pas si. Ameto, ok. Tout le monde voit l'esprit et la logique de ça. Et donc, amego, au contraire, là, ça va être l'amour, le coup de foudre ou le grand amour, quoi. Voilà. Et donc, on peut avoir de la finesse expressive en espéranto grâce à ce système de préfixe-suffixe. Et c'est très important. Pour moi, c'est le socle qui fait que l'espéranto, ça a marché. Maintenant, il y a d'autres points. Il y a le fait qu'on veut s'adapter à différentes cultures. Comment on fait pour s'adapter à différentes cultures ? Il y a une technique qui consiste à pouvoir utiliser différentes tournures de phrases qui s'adaptent à différentes cultures. En français, on adore le verbe être. On dit toujours « je suis quelque chose ». Mi estas felicia, ça veut dire « je suis content ». Mais il y a des cultures où, plutôt que d'utiliser estas, être quelque chose, on va directement le tourner sous la forme d'un verbe. On va dire « mi felicias ». Je ne sais pas comment vous le traduire en français. Je suis content, mais c'est le verbe. Il y a un verbe qui dénote le fait d'être content. Voilà. Et on peut aussi inverser l'ordre des mots en espéranto. Felicia estas mi. Ça, c'est important parce que il y a des cultures où on va pas vouloir forcément mettre le sujet au début. Ce qui est important dans cette phrase-là, ça peut être le fait d'être heureux. Le sujet, on voit bien qui c'est. Et voilà, ça peut aussi, dans les domaines, quand on fait des domaines plus artistiques, ça peut être une façon d'insister ou de donner du style. Quelque chose d'autre qui est essentiel. Pour que ce soit simple, les gens, ils ont des accents différents. Ça, c'est sûr. L'espéranto ne les élimine pas complètement. Par contre, il donne tout un tas d'outils pour les rendre plus facilement compréhensibles. Le fait que toutes les lettres dans l'alphabet se prononcent toujours de la même façon. Et se prononcent toujours, c'est-à-dire il n'y a pas de lettres. En français, quand on passe au pluriel, le S, on ne le prononce pas. En espéranto, le pluriel se prononce. Toutes les lettres se prononcent. Si je vous dis un mot, quelqu'un qui connaît l'alphabet de l'espéranto, il pourra l'écrire sans faire de faute d'orthographe, même s'il ne l'a jamais vu écrit avant. Ça devient très vite trivial de faire une dictée en espéranto. Voilà.
Et les syllabes sont simples, ça veut dire qu'on n'a pas des sons genre OI ou des choses comme ça, OA, AN, etc. Si on a parce que c'est pas de voyelle. Voilà. Mais il y a un travail qui a été fait pour faciliter la compréhension et ça marche vraiment pas mal. Moi j'ai discuté avec des Chinois, j'ai discuté avec des gens de plein de pays, ils ont un accent mais on les comprend. Ok. Donc vous avez les principales clés pour voir pourquoi l'espéranto c'est facile à apprendre. Donc maintenant il ne reste plus qu'à l'utiliser. Alors, il y a un réseau associatif, c'est marrant parce que, étrangement, il fonctionne un peu de la même façon que le réseau du logiciel libre. Il y a des associations locales, des LUG, Linux User Group pour l'espéranto, où, je vous ai dit, moi je suis membre de l'association d'espéranto Rennes. Dans la plupart des villes, il y a des associations d'espéranto. Après, il y a des associations nationales, genre par exemple Espéranto France, et il y a des associations internationales. L'UEA, c'est la principale, la plus connue. Il y en a d'autres, SAT, etc. On trouve aussi un regain d'intérêt pour l'espéranto depuis Internet. Parce qu'avant, apprendre l'espéranto dans son coin, on n'avait pas forcément grand monde avec qui il parlait, s'il y avait personne dans notre village qui parlait aussi espéranto. Maintenant, on peut utiliser des systèmes de chat, etc., pour parler avec des espérantistes qui sont à l'autre bout du monde. Et ça c'est très important. Donc, il y a des sites internet pour apprendre. Lernou, c'est pour apprendre. Passeporta Cerveau, c'est pour pouvoir se faire héberger chez d'autres espérantistes. Il y a un petit peu de musique. Hip-hop Espéranto, c'est un blog qui est sympa, j'ai rajouté il n'y a pas longtemps. Mosaïco, c'est une radio en ligne en espéranto. Il y a aussi les réseaux sociaux. Alors, j'avais pas envie de venir ici pour faire de la pub pour les grands groupes de réseaux sociaux. Moi, je les utilise pas, mais il y a des groupes avec un des plus gros qui a 14 000 membres, par exemple. Et vous en avez sur tous les réseaux sociaux principaux. Il y en a qui sont aussi dédiés à des sujets plus spécifiques que l'espéranto. Il y a des groupes sur le logiciel libre en espéranto, par exemple. Et il y a IRC, pour ceux qui aiment bien aussi, il y a un chat espéranto sur freenode.net qui marche pas mal. Il y a aussi un chat spécialement pour les débutants. Voilà. Après, le point qui est important, pour moi, le cœur de la culture espérantiste, c'est les rencontres internationales. C'est le fait de pouvoir rencontrer des gens de tous les pays. Et donc, il y en a un nombre important qui est organisé chaque année. Le premier, la tour, c'est le Universala Congresso, le congrès universel qui a lieu tous les ans. Cette année, il a lieu à Buenos Aires, en Argentine. L'année prochaine, il a lieu à Lille, en 2015. Donc vous pouvez apprendre l'espéranto et puis aller à Lille et vous serez prêt pour le congrès universel en France. Celui-là, c'est le plus gros. Il y a au moins 1000 personnes qui viennent. Ça dépend des pays où c'est organisé, si c'est facile d'y aller, etc. Quelquefois, il peut y avoir 5000 personnes, pour vous donner un ordre d'idée. Le deuxième, c'est le IOCO, Internazia Junulara Congresso. C'est le congrès des jeunes espérantistes. J'y ai participé l'année dernière. C'est plus petit, mais c'est très sympa aussi. Et pareil, un pays différent tous les ans. Il y en a des qui sont un peu plus nationaux, qui sont organisés par des associations nationales. Festo, il est organisé en France, par des Français. Et pour vous donner le truc, c'est le meilleur pour les groupes de musique. C'est là où il y a les meilleurs groupes de musique espérantistes. Cette année, il a lieu du 16 au 23 août, je ne sais plus où, du côté de Lyon, il me semble. Et donc, si vous êtes curieux, vous pouvez y faire un tour. C'est pour ça que je vous ai mis le lien. Yes, c'est le congrès où il y a organisé par des Allemands et des Polonais. C'est deux associations qui se sont mis d'accord. Et ça a lieu au moment du Nouvel An et c'est aussi une grande fête. Voilà. Le dernier, c'est plus organisé du côté russe. Là, ça a lieu en Slovaquie cette année. Voilà. Et donc, là, je vous ai mis une photo de la photo un peu de groupe de la rencontre où je suis allé, IOCO. Cette rencontre, elle avait lieu en Israël. C'est assez amusant parce que moi, j'aurais jamais pensé aller en Israël un jour dans ma vie. Je ne crois pas en Dieu, j'ai aucune affinité particulière, encore moins politique. Et pourtant, je me suis retrouvé à aller dans ce pays-là et c'est un voyage que, sans l'espéranto, j'aurais jamais fait. Voilà. Et donc, ces rencontres internationales, alors celle-ci, ça durait à peu près une semaine avec un Antau Congresso, quelque chose avant où on pouvait visiter un peu le pays, et un post-Congresso. Et là,
La photo que vous voyez, c'est comment on appelle ça? Euh, le- une sorte de festival culturel où les gens de différents pays pouvaient se présenter, montrer des spécialités culinaires. Moi, je m'étais habillé en marin parce que je voulais présenter un peu la Bretagne, etc. Et c'est très sympa. On peut discuter, voir plein de choses, goûter plein de choses de tous les pays. Voilà. Ce que je veux montrer aussi, c'est que les espérantistes, c'est des gens qui aiment la diversité et qui aiment les cultures différentes. Et ça, c'est très fort quand on va aux rencontres internationales. Voilà. Alors c'est aussi des événements qui sont super festifs. Tous les soirs, il y a des concerts, des choses, de la musique. Des fois, c'était des groupes locaux. Des fois, c'était des groupes qui parlent espéranto, qui chantent en espéranto, tout ça. Voilà. Pour la petite idée, pour vous donner une idée, j'ai montré des pochettes. Donc le brave homme que vous voyez au micro, il s'appelle Yomo. Il est très connu chez les espérantistes. C'est un chanteur qui peut chanter dans plein de langues différentes, et en particulier en espéranto. Il y a aussi des groupes divers. Il y a un groupe qui s'appelle la PAF Click qui fait du rap en espéranto. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est très second degré. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas, mais voilà. En plus, musicalement, ils sont plutôt bons. Johnny M, c'est du reggae, c'est très sympa. Kaito, c'est quelque chose qui est plus chanson. Mais c'est intéressant parce que c'est un groupe qui a des paroles qui sont écrites en espéranto original et qui sont vraiment très travaillées, très intéressantes. Voilà. Ok. Alors l'espéranto, moi je vous ai dit, je suis allé en Israël, j'ai participé à cette rencontre internationale, et après, en fait, je travaillais pas à ce moment-là, je suis resté un peu. Je suis resté plus d'un mois, quasiment un mois. Et j'ai été hébergé dans différentes familles espérantistes. Il y a tout un réseau. J'ai pas pris le livre. Si vous voulez, vous pouvez passer sur le stand. C'est un peu. Je vous ai parlé d'un site qui s'appelait Passeporta Cerveau. Il y a des espérantistes qui disent: moi, je veux bien héberger un autre espérantiste. Moi, je veux bien boire un coup avec lui. Je veux bien discuter ou l'aider s'il est perdu dans un pays. Et ce réseau-là, il est important. Moi, quand j'étais justement en Israël, j'en ai bénéficié. J'ai été hébergé chez à peu près 5 familles différentes espérantistes sur un mois. Et donc, j'ai été hébergé chez des gens qui sont religieux. J'ai été hébergé chez des gens qui ne sont pas religieux du tout. J'ai été hébergé dans différents endroits. Israël, c'est des cultures très différentes qui se retrouvent. Et là, j'ai vraiment senti l'intérêt d'utiliser l'espéranto. C'était beaucoup plus proche, et je pouvais beaucoup plus échanger que si j'avais pas eu l'espéranto. Voilà. Donc, la petite photo, c'est un brave homme qui s'appelle Yehuda qui m'a montré sa tenue de prière en m'expliquant la symbolique de la boîte qu'il a sur la tête et les autres. La deuxième image, c'est une famille chez qui j'ai été hébergé aussi. Puis j'ai pas résisté à vous ajouter une image d'un panneau qui montre une rue Zamenhof qui est traduite dans 3 langues, puisque Israël, c'est un pays où il y a énormément de langues. Il y a l'hébreu, l'arabe, mais il y a aussi le russe. Bon, là, ils ont mis le panneau en anglais, vous savez pourquoi. Et il y a énormément de langues, c'est très intéressant. Je sais pas combien de temps il me reste, ça va bien. La... Non, j'ai pas... J'ai... Ok. Alors, le premier point qui me paraît fondamental, c'est l'espéranto devrait être reconnu. Pour l'instant, les États ne reconnaissent que très peu l'espéranto. C'est reconnu au niveau ONU, UNESCO, théoriquement. Il y a des déclarations qui ont été adoptées en faveur de l'espéranto. Mais par exemple, en France, le système scolaire ne permet pas d'apprendre l'espéranto. Il faut passer par des associations. On peut pas. Je crois qu'il y a une option surf au bac, mais par contre, c'est pas possible d'avoir l'option espéranto au bac. C'est pas reconnu comme une véritable langue. Voilà. Et ça, c'est à mon avis très grave, et c'est quelque chose qui devrait changer. On devrait considérer l'espéranto, ça existe vraiment. Il y a 1 million de locuteurs ou plus. Ce million-là, il a été obligé de l'apprendre par lui-même, et pourtant la langue, elle tient dans le temps. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Il y a des gens qui disent: j'en ai jamais entendu parler, j'en vois pas souvent, c'est sûrement un échec. Mais non, c'est pas du tout un échec. C'est la seule langue artificielle qui a été créée par un homme qui, depuis 125 ans, est utilisée. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Imaginez que vous vous dites: ok, je vais créer ma langue. Qui penserait que 125 ans plus tard, elle sera toujours utilisée?
moi, ça fait 3-4 ans que je parle espéranto, je peux commencer à donner des cours pour les débutants. Et le fait qu'elle soit très simple, ça fait qu'elle se propage et qu'elle tient dans le temps. Donc, c'est un succès très fort de ce point de vue-là. L'autre point, ok, il n'y a que 1 million de personnes qui le parlent. Par contre, pour ces gens-là, ça leur est réellement utile. Moi, ça m'a permis de découvrir des choses que je n'aurais pas découvert autrement. Et donc, c'est un succès pour les locuteurs de l'espéranto. S'ils le parlent toujours, c'est pas parce qu'ils sont masos, c'est parce que ça leur apporte des choses. Et donc, ça peut vous en apporter aussi. Voilà. Pour terminer, l'espéranto, c'est donc précieux et utile, et c'est un bien commun, puisqu'on est au RMLL. L'espéranto, c'est un bien commun qui doit être défendu. Voilà. Alors, j'ai terminé. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Les slides sont en licence Creative Commons, donc vous pouvez. J'ai mis les licences diverses. Si vous avez des questions pour la réutiliser ou quoi, vous pouvez me dire. Des questions, des remarques? Oui, moi c'est pas une question, c'est plutôt un complément historique. Bon, c'est vrai que Zamenhof a renoncé à ses droits, si on peut dire, intellectuels sur l'espéranto en 1900 et quelques, mais dès le premier livre, en 1887, il y avait marqué textuellement que n'importe qui avait le droit de traduire cette brochure en n'importe quelle langue. Donc déjà, c'était du logiciel libre. Et ce qui faisait peut-être la différence, et qui fait une partie de la différence du succès entre l'espéranto et le Volapük, qui avait été inventé à peu près à la même époque, c'est que l'initiateur du Volapük se considérait comme propriétaire de la langue et donc verrouillait l'évolution de la langue. Au contraire, l'espéranto, dès le début, était libre, donc tout le monde pouvait le traduire en n'importe quelle langue, ce qui a augmenté considérablement sa diffusion, je pense. J'ai fréquenté l'espéranto pendant plusieurs années et je suis devenu espérantiste un peu par hasard, à Cuba. Et c'est à Cuba que j'ai appris qu'il y avait le Congrès international d'espéranto à Montpellier. Bon, c'est juste anecdotique. Par contre, je vais faire une critique sur un fait qu'il y a encore trop de gens, des petits et des grands, des décideurs et des gens qui ne décident pas, qui ignorent l'existence de l'espéranto. Et j'ai beaucoup lu le livre de Claude Piron sur les raisons psychologiques, mais il y en a une qu'il n'aborde pas. Je crois que les espérantistes dépensent beaucoup d'énergie, c'est tout à leur honneur bien sûr, beaucoup d'énergie et d'argent, parce que l'Organisation mondiale de l'espéranto dispose quand même d'un certain budget, mais la plus grande partie de leur énergie est consacrée à enseigner l'espéranto. Or, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Il faut 200 heures pour apprendre l'espéranto, ce qui est, pardon, plus près, d'accord. Donc 200 heures alors qu'il en faut au moins 2000 pour apprendre l'anglais et les autres. Donc, dans le fond, on pourrait enseigner les rudiments de l'espéranto, mais consacrer plus d'énergie et d'argent à faire de la pub. Voilà, faire de la pub. Dire, voilà, l'espéranto existe. Comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis tout à fait d'accord. Je rajouterais quand même qu'effectivement, il y a des gens qui sont totalement capables d'apprendre l'espéranto par eux-mêmes. Pour autant, c'est important d'avoir ces cours parce que le but, c'est effectivement que ce soit accessible à tous. Le but, ce soit pas que ce soit des gens qui effectivement sont habitués à apprendre par eux-mêmes tout seuls, à regarder sur Internet et à trouver les sites. Le but, c'est qu'il y ait des gens qui soient moins doués ou qui ont quelque chose de moins proche des langues, etc., qui puissent l'apprendre. Et donc cet enseignement, il est important. Après, je suis d'accord également, j'ai l'impression que les espérantistes, ils travaillent également beaucoup pour faire des choses entre eux, c'est-à-dire écrire des choses en espéranto, faire des rencontres internationales. Et ça c'est important parce que c'est une langue qui est vraiment vivante, c'est une culture qui est vraiment vivante. Et donc, c'est vrai qu'on a envie de faire des choses pour nous-mêmes. Moi, je suis dans un groupe de théâtre, on fait de théâtre en espéranto, et effectivement, notre pièce est en espéranto, on la montre des fois à des non-espérantistes.
Ils ne comprennent pas tout. Et il y a l'aspect... il y a l'aspect effectivement publicité politique qui est des fois laissé un petit peu de côté, et donc je suis bien d'accord pour dire qu'il faut s'organiser et faire de la pub là-dessus. C'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui d'ailleurs. Bonjour, donc je renouvelle un très grand merci parce que j'avais commencé à regarder ce qu'était l'espéranto sans encore m'y mettre, et j'étais ravi de voir dans le programme des RMLL qu'il y avait une conférence, donc merci beaucoup d'être venu en parler, j'en sais plus maintenant grâce à toi. Et un peu dans la continuité de ce que disait le monsieur et de ta réponse, moi ma question que j'avais préparée c'était, ok, en dehors du fait de me mettre à l'espéranto et de le parler, de le pratiquer, d'en parler, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour aider à la diffusion de l'espéranto? Tu disais que ce n'était pas reconnu par les États. Auprès de qui est-ce qu'on envoie une lettre au ministère de l'Éducation nationale en disant, ben voilà, moi j'aurais bien aimé apprendre l'espéranto à l'époque, quand j'étais dans le sud de la France, et ben, l'occitan a été enlevé au moment où je suis rentré au collège, donc je n'ai pas pu l'apprendre, ça m'aurait plu aussi. Je pense que c'est un peu les mêmes recettes que pour le logiciel libre. Il faut qu'il y ait des associations qui soient fortes. Pour le logiciel libre, on a l'April. Les gens de l'April vont être contents. Ils ont besoin de membres. Et l'espéranto, c'est pareil. Il y a des espérantistes moi, j'ai aussi du mal à renouveler mes cotisations. Et par exemple, j'ai pas renouvelé ma cotisation à Lou et A cette année, et j'en suis coupable parce qu'ils ont besoin de montrer qu'il y a beaucoup de monde et que ça existe vraiment. Et donc, être membre des associations, c'est un premier point. Et après, effectivement, à son niveau, parler de l'espéranto, montrer que ça existe vraiment, que c'est utilisable, c'est important aussi. Et effectivement, quand on a les moyens ou les opportunités de parler avec des décideurs politiques ou à différents niveaux ou associatifs, etc., eh ben c'est important de leur dire ça existe, etc. On n'est pas aussi bien organisé que... Au niveau national, on n'est pas aussi bien organisé que le logiciel libre. On n'envoie pas des demandes pour demander ce que les hommes politiques pensent avant les élections de l'espéranto ou du logiciel libre, mais ce seraient des choses à mettre en place. Ouais. Il y avait une pétition pour que le bac soit accepté que l'espéranto soit accepté au bac. Et il y a eu plus de... Alors je sais pas le nombre de signatures exactes qu'il y a eu. Je suis sûr qu'il y en a eu plus de 30 000. Et après, effectivement, il y a un grand blanc, quoi. On a porté la signature. Moi, je n'ai pas suivi exactement le détail, mais non, on n'a toujours pas l'espéranto au bac, et ça, c'est dramatique. Donc, pour moi, c'est le premier point. C'est pas obligé. On n'est pas là pour obliger les gens à parler espéranto. On est là pour leur permettre, s'ils le désirent, de l'apprendre. Il y a plein de gens qui l'utiliseraient en seconde langue, en deuxième langue qu'on apprend à l'école. J'en suis convaincu.